membre de l'équipe de Survie qui m'avait invité à cette conférence, au cours de laquelle je vais vous parler du nouvel éclairage qu'apporte l'art numérique du Big Data par rapport au concept qu'on connaît traditionnellement, soit le droit au respect de la vie privée et le droit à l'information. Donc, dans les grandes lignes, ce sont des concepts qui ont été construits et interprétés à une certaine époque et dans des contextes déterminés. La frontière entre les deux n'est pas toujours claire, et bien avant l'avènement du Big Data, on se rend compte que ce qui doit rester dans la sphère publique par rapport à ce qui doit être de l'ordre du privé n'est pas toujours clair. Et qu'est-ce que l'art numérique du Big Data nous renseigne par rapport à cette dynamique? C'est au-delà du fait qu'on assiste à une fusion entre le public et le privé, mais c'est surtout les différents usages, corrélations et interrelations a priori imprévisibles, insoupçonnés, qu'on peut analyser à partir de l'ensemble des données collectées, qui nous pose la question de savoir, et en fait la question de la réutilisation potentielle des données collectées qui ont été divulguées au préalable dans un contexte tout autre, à laquelle on a apporté essentiellement 3 solutions, soit de conditionner la réutilisation des données personnelles qui sont rendues publiques ou privées à un consentement préalable de la personne, soit de limiter la durée de conservation des données personnelles recueillies, ou encore de consacrer le droit à l'oubli, dont tout le monde en parle. Alors, je vais commencer par traiter un peu de l'évolution du concept de vie privée. Au départ, à l'origine, c'était un concept étroitement associé au territoire. Donc, on dit que l'adage dit que la maison de chacun est son maison fort. En fait, la maison de chacun est son château fort, ce qui implique que l'intervention de l'État doit s'arrêter là, à l'habitation ou à la résidence de la personne. Ce qui implique, par exemple, qu'on ne peut pas entrer dans une propriété privée sans le consentement de son propriétaire ou de l'habitant. On n'a pas le droit de nous surveiller au-delà des limites de notre propriété une fois les rideaux tirés. Et les policiers, en principe, doivent obtenir un mandat de perquisition ou d'arrestation avant d'arrêter un individu dans sa résidence ou d'y effectuer une perquisition. Donc, c'est un concept étroitement lié au concept de territoire, de nature géographique. C'est aussi un des éléments essentiels de la liberté anglaise, donc un vieux principe qui nous vient de la common law. Avec le temps et la sophistication de la société, on se rend compte que cette limite territoriale n'est plus suffisante parce qu'il y a une multitude de circonstances où des préoccupations relatives à la vie privée peuvent l'emporter. On pense aux toilettes publiques, chambres d'hôtel peut-être. Et est-ce que les policiers ont le droit de fouiller notre véhicule ou nos effets personnels sans mandat et sans notre consentement? Et c'est là qu'on se rend compte que la vie privée, c'est quelque chose étroitement associé à la personne. C'est vrai que ça concerne son intégrité physique, comme le prélèvement des substances corporelles, l'ADN, l'échantillon d'haleine ou d'alcool, y compris des renseignements d'ordre personnel. Donc, qu'est-ce qu'on protège dans la vie privée? C'est essentiellement une attente personnelle, une attente raisonnable par rapport aux intrusions qui sont jugées abusives. Et cette attente raisonnable, on se pose la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'une intrusion peut être jugée abusive, donc dans quel cas le respect de la vie privée doit l'emporter sur le droit à l'information, par exemple. Donc, en fait, la frontière entre les deux ne sont pas toujours claires. Il y a des exceptions qui sont prévues par la loi, par exemple des motifs de sécurité publique. Les juges peuvent obtenir un mandat de perquisition, mais également le fait que chaque fois que les droits et intérêts d'autrui sont en cause, il y a un exercice de balancement qui peut se faire. Il y a des fois où les frontières ne sont pas toujours claires. Par exemple, dans quelle mesure les fouilles à l'école sont autorisées? Est-ce qu'un directeur de l'école peut fouiller en tout temps les casiers, les pupitres, les sacs à dos de ses élèves? Donc, est-ce qu'ils doivent obtenir un mandat en tout temps et sans le consentement et dans quelle mesure? Un exemple très connu en matière de relations de travail. Donc, un employeur qui exerce son droit de gérance et de direction
Il peut notamment contrôler, par exemple, les absences de ses salariés. Et ça inquiète dans une certaine mesure sur la vie privée, dans la mesure où l'employeur lui demande de justifier son absence. Donc, on se demande à quel prix ils sont prêts si cette justification doit être apportée. Est-ce que le billet médical doit mentionner le type de maladie et le type de symptômes pour que l'employeur puisse vérifier le caractère vraiment invalidant de la maladie? Ou est-ce qu'un salarié peut simplement dire « je suis absent », est-ce que ça suffit comme justification? Et on peut penser que est-ce que la durée de l'absence et les fréquences de cette absence des salariés peuvent être prises en considération dans l'analyse? Donc, ce sont toutes ces questions qu'on peut se poser. Donc, on se rend compte que le problème de délimitation entre privé et public se pose bien avant l'ère du Big Data. Et ce qui peut compliquer cette analyse, c'est que le droit à l'information, en fait, on a coutume de penser que le droit à la vie privée, ça nous protège contre l'arbitraire de l'État, mais le droit à l'information participe également à cette préoccupation. C'est ce qui permet une reddition de comptes transparente et ouverte de l'administration publique, non seulement quant à la manière dont il gère les finances publiques, mais aussi dans la mesure où comment est-ce que la démocratie fonctionne, comment est-ce que les tribunaux rendent leurs jugements. Donc, l'un des principes les plus reconnus, c'est ce qu'on appelle la publicité des débats judiciaires, ce qui implique qu'un citoyen ordinaire doit pouvoir faire... mais en fait, c'est ce qui permet aux citoyens ordinaires de surveiller comment fonctionne l'État, et non pas... donc, c'est pas seulement l'État qui surveille les citoyens. Le droit à l'information, c'est ce qui permet également aux citoyens de surveiller comment est-ce que les jugements sont rendus. Est-ce que les juges justifient suffisamment leurs décisions? Donc, ça va dans les deux sens. Et qu'est-ce que ça implique, cette publicité? Ça implique bien sûr qu'on a le droit d'assister aux audiences, mais pas seulement ça. Par exemple, en pratique, au Palais de justice de Montréal, à quelques points plus loin, ce qui implique que tout le monde peut avoir accès à tous les documents de cours et procédures judiciaires jusqu'au jugement final, le cas échéant, que ce soit les dossiers de faillite, responsabilité civile, troubles de voisinage, sauf en matière familiale par contre. Et ça implique également que si on connaît le nom, le prénom de la personne ainsi que sa date de naissance, tout le monde peut consulter au primitif, c'est la liste de ses antécédents judiciaires. Donc c'est ça le public. Et en fait, c'est ça. Et pour renforcer ce droit, pour que ça soit plus effectif, les cours ont reconnu ce qu'on appelle la liberté d'expression et de presse, étant entendu que c'est pas tout le monde qui aurait le loisir d'assister à une audience d'un tribunal. Donc, un citoyen ordinaire compte surtout sur l'information que lui apporte la presse par rapport à ce qui se passe dans les institutions. Et on dit qu'il n'y a pas de véritable démocratie s'il n'y a pas ce moyen de critiquer comment fonctionnent les institutions publiques avec un droit de recueillir les renseignements pertinents sans l'intervention indue de l'État. Et c'est sûr que là encore, il y a des exceptions, comme en matière familiale. On ne peut pas obtenir les dossiers en matière familiale ni en protection de la jeunesse, à moins qu'on soit des parties à l'instance. Les juges peuvent obtenir au cas par cas des ordonnances de non-publication de mise sous scellé. Encore là, c'est, par exemple, comme en matière d'agression sexuelle, encore là, on n'interdit pas aux médias de rapporter ce qui se passe au procès, mais uniquement l'identité à la victime et tout renseignement susceptible de l'identifier. Et certaines informations sensibles sont également protégées. Donc, je reviens à ma question de départ, à savoir dans quelle mesure il faut qu'on revoie cet équilibre à l'ère du Big Data. Donc, au fait, ce qui est nouvelle, c'est pas la nécessité de pondérer qu'est-ce qui appartient au privé et qu'est-ce qui appartient au public. Ce qu'il est, c'est plutôt la gamme des réutilisations possibles qu'on peut faire des données qui sont collectées dans un contexte tout autre. Parce qu'au départ, la publicité des débats judiciaires, qu'est-ce que ça nous permet de savoir? Parce que ça nous permet de savoir c'est quoi les parties impliquées dans un litige, c'est quoi le jugement rendu, c'est quoi la nature de leur conflit. Et ni la presse, ni les parties en instance n'auraient jamais pensé que cette information en propos du procès pourrait être combinée, réévaluée, structurée et analysée à partir d'autres indices apparemment éloignés,
Par exemple, l'inscription à un compte Facebook au même moment, des achats importants qui sont enregistrés au registre foncier. On pense aux transactions faites à crédit ou encore le solde de notre compte bancaire. Donc, l'algorithme rassemble tout ça et nous tresse un profil psychologique, psychographique complexe de l'individu qui peut servir à des finalités qui ne sont pas nécessairement prévisibles. Donc, et si l'algorithme a accès à d'autres informations publiques à une échelle macroscopique, comme des indicateurs socio-économiques du style variation de taux de chômage, taux directeur, le taux de change, le taux de participation électorale, et il combine tout ça et on serait curieux de savoir c'est quoi les conclusions auxquelles cet algorithme peut nous révéler à propos de nous et par rapport à notre société. Donc c'est un peu ça la puissance de cette traçabilité numérique. Et un instant. Donc, je prends un exemple concret de la firme américaine Lex Machina, qui a développé un algorithme qui permet de donner, qui se vante de donner des renseignements inédits sur les juges, les avocats et les parties en instance. Comment ça fonctionne? C'est un moteur de recherche qui fouille quotidiennement des millions de pages de jurisprudence et de documents de cours, qui sont tous publics, conformément au principe de publicité des dépôts judiciaires. Ils analysent tout ça, et non seulement ils nous révèlent le comportement, non seulement le comportement des juges est scruté à la loupe, par exemple le taux de succès, en fait leur propension, probabilité à accueillir un certain type de requête et dans quel délai. Mais c'est également l'expérience en litige des avocats du cabinet adverse qui sont analysés, par exemple, c'est quoi leur taux de succès devant un certain juge et c'est quoi les types de dossiers qu'ils avaient à faire auparavant. Donc, c'est à cet degré de finesse près que ce logiciel offre à des cabinets une aide personnalisée pour élaborer leur stratégie en un clic de souris avec des perspectives insoupçonnées. Jusque-là, en fait, avant l'ère du Big Data. Donc, on s'est dit, au fait, comment ça fonctionne? Ben, en fait, ce que fait Lex Machina, au fait, il n'emporte pas vraiment de conséquences. Ce recyclage des données personnelles n'emporte pas vraiment de conséquences préjudiciables aux parties en instance, parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'ils analysent d'une nouvelle façon les documents qui sont de toute façon rendus publics. Et ça, dans le but d'éclairer d'autres parties par rapport à d'autres instances et par rapport à leurs problématiques. C'est un peu ce que font et doivent faire tous les juges et tribunaux avant de rendre leurs décisions. Mais on dirait autrement, par exemple, de cet autre algorithme qui s'appelle Connect, qui a été développé par l'Agence du revenu des États-Unis pour la lutte contre l'évasion fiscale. Comment ça fonctionne? C'est l'algorithme qui déclenche l'alerte automatiquement. Cet algorithme analyse de façon croisée et automatisée différentes bases de données, qu'il s'agisse du registre foncier, des activités enregistrées sur les sites de petites annonces, les documents de cours évidemment, mais également les réseaux sociaux à la recherche des comportements suspects, des modes de vie par exemple qui sont jugés incompatibles par rapport aux revenus déclarés, comme des achats importants, ou encore des destinations de vacances qui nécessitent un financement conséquent. Donc c'est tout cet enjeu de prévisibilité qui nous interpelle particulièrement à cet art numérique avec toutes les avancées de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Parce qu'au moment où on partage une photo de famille sur Facebook, on se rend pas nécessairement compte que cette donnée pourrait servir contre nous quelques années plus tard dans un procès pour cohabitation de faits non déclarés au fisc ou pour fraude à l'aide sociale. On ne sait pas que si on publie un album de photos d'un trou du monde, ça va retourner contre nous. Quand le fisc décide d'entamer son enquête pour fraude, pour l'évasion fiscale et revenus non déclarés, on se rend compte pas non plus. En fait, on ne peut pas prévoir qu'un syndic de l'ordre professionnel pourrait retracer toutes nos participations dans un forum virtuel et là, pour justifier son intervention disciplinaire par rapport à des périodes de dépression qui seraient jugées incompatibles avec l'occupation des fonctions professionnelles. Donc, l'enjeu de prévisibilité,
Au fait, 3 solutions essentiellement ont été apportées à cette problématique. Donc, comment est-ce qu'on peut minimiser ou prévenir cette réutilisation tendancieuse des renseignements personnels qui sont recueillis dans un contexte tout autre. D'une part, d'une part, c'est de conditionner. En fait, d'une part, chaque fois que le responsable du traitement décide d'utiliser les mêmes données personnelles pour des fins autres que celles qui sont initialement prévues ou déclarées à l'usager, il faut recueillir un nouveau consentement préalable à la personne avant d'autoriser ce changement de finalité. S'il entend utiliser les mêmes données pour des fins qui sont incompatibles avec la collecte initiale. Ce qui apporte, certains diront que la portée de cette disposition est difficilement prévisible parce que l'incompatibilité, ça laisse une interprétation qui n'est pas définie. Et aussi, c'est surtout les articles de loi qui contiennent plusieurs exceptions. Et pour ce qui est de la deuxième solution, c'est de limiter la durée des données qui sont conservées à une finalité. En fait, la durée ne doit pas excéder ce qui était nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été consenties. C'est sûr que la loi n'est pas non plus très claire parce qu'il n'y a pas une durée unique, il y a des durées variables qui dépendent des types de données et des finalités d'utilisation. Et finalement, la troisième solution, toujours pour contrer cette traçabilité numérique, c'est la plus drastique, c'est de consacrer un droit à l'oubli par et sur le web, ce qui comprend 2 composants, le droit à l'effacement à la source, donc c'est le droit de retirer son consentement, on se ravise en tout temps et exige la destruction de ses données personnelles aux responsables du traitement à l'origine de la collecte. Ou encore, ce serait le droit au déréférencement, reconnu pour la première fois par la Cour de justice européenne dans l'affaire Rocco-Spain, qui a été rendu en 2014. Donc, essentiellement, ce que la Cour dit, c'est que la personne peut demander un déréférencement à un exploitant de moteur de recherche pour ce qui est... il peut demander la suppression de tous les liens vers des sites web, vers des pages web, quelles qu'elles soient, dans lesquelles on mentionne cette personne, dans la mesure où on peut retracer ces pages web en tapant le nom de la personne sur un moteur de recherche. Parce qu'à la différence des archives traditionnelles, on se rend compte que c'est beaucoup trop facile de simplement de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur la personne dans un moteur de recherche plutôt qu'il y a un coût de recherche presque nul, aussi psychologique qu'économique. Donc, c'est pour prévenir l'étendue de cette divulgation. Mais également, il y a le droit à l'information des autres qui sont prises en compte. Et on se rend compte au moment où on avait reconnu la liberté de presse, c'était justement pour pouvoir permettre aux citoyens de concrétiser véritablement un droit à l'information qui soit effectif. Donc, maintenant, on se rend compte qu'il faut peut-être restreindre ou comment ça marche. Au fait, la Cour dit que, normalement, tout le monde a droit à ce droit au référencement. Il suffit de le demander à un exploitant de recherche parce qu'en principe, ce droit l'emporte sur l'intérêt de ce public à trouver l'information et l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche. En principe, ce qui veut dire, à moins que les autres personnes ne contestent cette demande. Et étant donné qu'en pratique, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prendre connaissance d'une demande privée formulée par un individu à un moteur de recherche, il revient à ce moteur de recherche-là de gérer cet exercice de pondération des droits. Donc, dans quelle mesure on peut supprimer de l'information? Par exemple, pour des informations qui sont obsolètes, qui sont inexactes et tout. Mais c'est dans l'exploitant de recherche de décider, puis ensuite la personne pourra contester cette décision aux instances appropriées. Donc, on assiste essentiellement à une responsabilisation sociale des géants du web, parce que ça implique une gestion de plus en plus participative de ce que certains appellent des biens communs informationnels, ce qui veut dire dans la mesure où les moteurs de recherche,
les grands fournisseurs de services de communication et autres intermédiaires, eux, ils ont accès à ces importants gisements de données où sont collectées des données personnelles plus ou moins sensibles. La réglementation va dans le sens d'une responsabilisation accrue de ces acteurs-là dans le traitement des données personnelles en question. Il y a également un volet d'autorégulation dans la mesure où c'est eux qui ont le plus d'expertise. Donc, sous forme de meilleures pratiques, par exemple, pour gérer la problématique. Puis de l'autre côté, la réglementation va dans le sens de renforcement des droits de l'usager, donc ce qui redonne aux citoyens un certain contrôle par rapport à leurs données personnelles, même si ces données sont communiquées à autrui et indépendamment d'entre les mains de qui ces données peuvent se trouver. Donc, c'est ce qui conclut un peu la présentation.